Salut, c'est Laurine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une autre interview avec cette fois Jordan de Oser Briller. C'est un coach en reconversion professionnelle et j'ai parlé avec lui de souffrance au travail. On a discuté un petit peu autour de ça, comment se sortir de la souffrance au travail. Parce que lui, en plus également, il a eu un burn-out et il va nous en parler. Donc voilà, on va en parler de tout ça. Donc comment gérer la souffrance au travail, comment en sortir, comment trouver sa voie. Il va tout nous expliquer dans cette interview. Pensez à aimer la vidéo si elle vous a plu. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne Laurine vous conseille si vous voulez recevoir d'autres conseils de ce type. Et aussi, je vous ai mis un lien dans la description, si vous voyez, dans la description de cette vidéo pour recevoir 3 vidéos pour réussir à trouver sa voie et sa reconversion professionnelle, à monter son projet. Donc si ça vous intéresse d'accéder à ces 3 vidéos offertes, c'est simple, cliquez sur le lien qui est dans la description, inscrivez-vous et puis on y va. Bien, on est parti pour l'interview avec Jordan. Je vous laisse tout de suite avec lui après le jingle. C'est parti. Donc bienvenue Jordan sur ma chaîne YouTube, bienvenue à toi. Merci de ton invitation. Merci à toi d'avoir accepté, c'est super cool. Je t'en prie. Donc aujourd'hui j'aimerais aborder avec toi le sujet de comment se sortir de la souffrance au travail. Vaste question. Oui. Tout dépend de, en fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ton environnement de travail, ça dépend de ton rapport au travail, ça dépend des convictions, des croyances que tu as vis-à-vis du travail. Il y a énormément de paramètres qui entrent en jeu. En termes de souffrance de travail, tu vois qu'aujourd'hui, le principal problème dans les entreprises, c'est avant tout le problème managérial. Parce qu'en France, c'est pas pour faire une généralité, mais c'est quand même une majorité. En France, il y a un gros problème de management. Il y a énormément de managers qui ne savent pas manager et qui sont propulsés à une place de manager parce que sans forcément rentrer dans la méritocratie, mais qui n'ont pas forcément les compétences, les capacités et les aptitudes d'encadrement relationnel. Donc forcément, quand tu es face à une personne, et moi je le vois avec toutes les personnes que j'accompagne, tu peux être sûr qu'un des éléments déclencheurs à la reconversion professionnelle ou au changement de métier ou d'environnement de travail, c'est le cadre managérial. Ça, c'est très fréquent et tu le retrouves quasiment dans toutes les histoires de reconversion la plupart du temps. Pour des personnes, tu vois, qui sont vraiment dans le cadre de souffrance au travail. Après, tu as forcément aussi un point qui est important et qui rentre dans le paramètre, c'est tout ce qui est les restructurations organisationnelles, les restrictions budgétaires, tout ce qui rentre aussi dans l'augmentation et le surpoids de travail. C'est-à-dire que moi, je me souviens, quand j'étais consultant, tu avais des consultants qui partaient ou qui étaient remerciés, pour pas dire foutu la porte, et on les remplaçait pas pour faire des économies. Donc finalement, c'était les consultants qui restaient, qui se récupéraient 2 fois plus de boulot, 3 fois plus de boulot. Donc tu vois, il y a ça qui rentre, et puis après, le fait de se dire que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir changer, même si la plupart du temps c'est une croyance, parce que des peurs de changer, des peurs de réussir, des peurs de partir à l'inconnu, il y en a plein, et tout dépend de la situation. Mais quand tu as des personnes qui te disent oui, mais moi je peux pas changer parce que j'ai un crédit, j'ai des factures, j'ai un enfant, etc. Donc ça, oui, bien sûr, tout dépend de la situation de la personne, on peut pas faire de généralité, mais il y a quand même des personnes qui arrivent très bien. Alors pourquoi pas elles, tu vois. Donc, et en plus de ça, en France, mais bon, je vais pas partir sur la mentalité française, mais voilà, pour revenir à la souffrance au travail, il y a énormément de points qui rentrent en compte et de facteurs qui rentrent en compte. Et je pense que tu as déjà entendu parler, pas forcément du burn-out, mais il y a le burn-out et le brown-out. Tu perds tout sens. Le dernier, c'est que tu perds tout sens à ce que tu fais. Tu sais plus pourquoi est-ce que tu fais les choses. Et nous, en plus, toi, on est une génération, je te mets dedans aussi, on est une génération qui se pose énormément de questions. On a besoin de savoir pourquoi on fait les choses. Si tu fais quelque chose sans intérêt, sans avoir le sentiment d'être utile, sans apprendre quelque chose, à quoi bon rester
Et puis l'autre, bah, c'est l'ennui. Ça, c'est aussi pareil, c'est un paramètre qui juste qui fait des ravages dans les entreprises. Moi aussi, ça m'est arrivé à la fin de mon contrat de faire juste acte de présence, quoi. Ouais. Et puis d'aller dans mon entreprise en attendant qu'on me file une mission. Et parfois même, j'y allais même pas. J'allais même pas au boulot. Tu vois, je me disais à quoi bon aller au taf juste pour faire acte de présence. Donc je restais dans mon canapé. Heureusement que mes managers ils sont, voilà, il y a prescription maintenant, mais je restais dans mon canapé à jouer à la console. Tu vois, c'est pas très professionnel, hein, mais arrive un moment quand tu vois que ça dure. Donc ouais, la souffrance au travail, c'est important déjà de l'identifier, d'accepter qu'il y a un problème et d'arrêter de se raconter des bobards vis-à-vis de sa condition, sa situation, et de se dire bah, si on n'est pas bien là où on est, bah, qu'on se casse. Et c'est pas parce qu'on est très raccroché à la sécurité qu'il faut absolument rester dans la stabilité et sacrifier son épanouissement. Mais du coup, derrière ça, derrière le fait de pratiquer un travail que l'on n'aime pas, est-ce qu'il n'y a pas un problème plus profond derrière? Finalement, est-ce que tu t'es pas demandé, toi, au bout d'un moment, comment j'en suis arrivé là à pratiquer un travail qui, au final, ne me plaît pas, quoi, m'apporte de l'ennui? Ça, c'est la question que je me suis posée dès les 2 premiers mois, même pas, dès le premier mois. Dès le premier mois, parce que je venais d'une société où j'étais dans les ressources humaines, donc en plus, bon, je travaillais avec un pote, donc ça a aidé aussi. Il y a lui qui était responsable des ressources humaines, donc je l'assistais dans sa fonction et dans ses activités. Et bon, c'était un CDD, et puis bon, j'ai eu une proposition de CDI, donc forcément, j'avais pas refusé. Et comme c'était une société de service, c'était une SS2I, qui proposait des solutions informatiques, etc. Donc c'est des sociétés, en gros c'est les pires sociétés. Les SS2I c'est vraiment les pires, parce que tu es intérimaire de luxe et on t'envoie quelque part à l'autre bout de la France ou sur un projet sans forcément te former. Ils sont très dans une dynamique, une recherche financière, d'optimisation financière, et c'est juste insupportable. Donc la question de comment est-ce que j'en suis arrivé là, bah ouais, je me la suis posée dès le premier mois. Quand j'étais envoyé à Casino à Saint-Étienne, et que c'était l'année en plus où il avait vachement neigé, qu'il y avait eu 30 ou 40 cm de neige dans toute la France et que les gens ils dormaient dans leur voiture parce qu'ils pouvaient même pas rentrer chez eux alors qu'ils étaient à même pas 20 minutes de chez eux. Et j'étais arrivé à 1h30 je crois à Saint-Étienne et j'étais là en train de tirer ma valise dans 20-30 cm de neige et je me disais mais comment j'ai fait pour en arriver là? Et ça avait déjà commencé, mais c'était un élément, tu vois, qui était très révélateur de ce qui allait suivre sur les 3 prochaines années en tant que consultant. Donc c'est pour ça que je suis pas maso, hein, donc je me suis dit c'est bon, je vais pas aller plus loin que 3 ans, c'est bon, j'ai fait le tour, allez je me casse et puis je me lance dans ma propre activité. Ouais. Est-ce que tu penses que ce qu'on nous apprend dans les études n'est pas forcément, ne reflète pas la réalité justement? Ah ben clairement, ouais, clairement, parce que les profs que j'avais, et c'est marrant parce que l'ironie de la chose, c'est qu'aujourd'hui, je travaille pour mes anciens profs de l'université. C'est-à-dire qu'ils font appel à moi, je fais des interventions, etc., pour témoigner de mon histoire en tant que consultante, salarié, comment j'ai fait la passerelle de salarié à entrepreneur. Et je leur dis encore aujourd'hui, je leur dis, mais vous vous souvenez qu'il y a 10 ans, vous étiez en train de nous dire que le consulting c'est génial, c'était la fête, vous pourriez proposer le salaire que vous voulez à l'entrepreneur, enfin à l'employeur, et puis il accepterait. En fait, pas du tout. Et forcément, tu as la théorie, et comme toute théorie, de toute façon, si elle n'est pas très collée à la réalité, c'est déconnecté, il y a un gap entre les deux, il y a un fossé. Donc quand tu arrives sur le marché de l'emploi et que tu arrives à obtenir ton premier boulot, tu te rends compte que la majorité du temps, et ça c'est pas moi forcément qui le dit, mais c'est un Anglais qui a fait une étude et qui s'est rendu compte que les managers, quand ils recrutent un jeune diplômé, ils lui demandent de mettre de côté son cerveau. Enfin, peu importe ton diplôme, hein, que tu sois bac plus 3, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, peu importe ton diplôme, on te demande en fait de mettre de côté ton cerveau et de pas forcément réfléchir. Et d'être juste un simple exécutant. Parce que si tu réfléchis, ça voudrait dire que du coup, tu remets en cause et en question le système qui est déjà mis en place et qui peut-être est poussiéreux. Et le type, il expliquait qu'en gros, il se posait la question, est-ce que pour réussir en entreprise, il faut être
Et quand j'ai collé, moi, cette réflexion-là à mon passé et j'ai fait des rapprochements, effectivement, c'est sûr que quand tu ouvres ta bouche et que tu réfléchis, et que tu remets en question certaines choses, et que tu te dis, ouais, mais ça pourrait être mieux, ça pourrait être si. Et moi, je me souviens, il y a un type avec qui je travaillais, je lui avais dit, mais pourquoi on vend ça aux clients? C'est pourri, c'est nul. On pourrait peut-être l'améliorer, tout ça. Oh non, de toute façon, on n'a pas le temps, et puis de toute façon, tu t'en tiens au cahier des charges. Mmh. Voilà, un peu le rendu. Et puis ouais, même l'école t'apprend et te conditionne à devenir un salarié. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on t'apprend pas à développer ton sens critique, à travailler. Et là, peut-être que c'est en train de changer parce que je vois avec les étudiants, quand je travaille avec eux, je vois qu'ils sont beaucoup dans le travail en équipe. Quand ils ont des choses à réviser, ils se regroupent entre eux pour pouvoir réviser, même s'ils révisent pas forcément beaucoup, et qu'ils passent plus de temps à parler. Mais j'ai remarqué que nous, ça n'existait pas, tu vois, il y a 10 ans. Quand moi j'étais encore étudiant, c'était pas le cas. On révisait chacun chez soi. Maintenant, tu vas à la bibliothèque, c'est blindé de partout. C'est blindé. Donc, je pense que il y a dû y avoir un changement quelque part, où c'est peut-être les réseaux sociaux qui ont amené les gens, et la génération qui arrive à travailler ensemble. Et tant mieux, parce que l'école, en tout cas, nous a pas appris à travailler ensemble. Et c'est dommage, parce que tu arrives en entreprise et tu as des différences, tu as des batailles d'ego, tu te rends compte qu'au final, les gens ne travaillent pas en équipe. Alors qu'ils travaillent pourtant dans la même boîte, hein, et parfois même dans le même service. Mais la jalousie, le manque de confiance en soi, le fait d'envier les autres, etc., t'amène à avoir des comportements qui sont improductifs, malheureusement. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est apprendre à expérimenter par soi-même pour justement éviter de rester conditionné par ce qu'on nous demande de faire, d'apprendre, tout ça. Ouais, complètement. Tu vois, j'en parlais ce matin à quelqu'un qui m'avait contacté et qui me dit que moi, mon problème, c'est que partout où je vais ou quand je frappe à la porte de quelqu'un ou voilà, il a été couvreur. En plus, c'était vraiment particulier, hein, c'est ce qu'il m'a raconté. Il s'était inscrit au séminaire pour être prêtre, tu vois. Il avait avant travaillé dans une start-up, il avait fait du droit en plus, le type, et il s'était aussi lancé dans une agence immobilière, donc tu vois, c'est un parcours assez atypique. Et partout, on lui disait, ouais, bah t'es pas à ta place, ou je sais plus qu'est-ce qu'il m'avait raconté, mais voilà, tu vois, lui, il avait besoin d'explorer et d'expérimenter pour se rendre compte si ça lui convient ou pas. Moi, je suis incapable, hein, et je suis pareil que lui, hein, mais moi, je suis incapable de savoir si telle chose peut me correspondre sur le papier. Alors que j'ai toujours été admiratif, tu vois, des types au collège, au lycée, ou moi j'ai un pote, depuis le collège, il sait qu'il veut être comptable. Et il est toujours comptable. C'est juste hallucinant. Hein. Bon, après, il y a quand même des éléments qui rentrent en compte. Hein. Son père, il était prof de maths, il est très factuel, tu vois, il est très cadré, donc il y a quand même des choses qui font que lui, il a bien trouvé son truc. Mais clairement, moi, je savais pas du tout. Hein. J'ai grandi toute ma jeunesse avec lui, euh, et, euh, et moi, j'étais toujours paumé à savoir me demander, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, je suis passé par commercial, l'événementiel, les ressources humaines, le recrutement, même j'ai travaillé dans la gestion de projet dans le jeu vidéo, tu vois. Oui. Et tout ça, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Commercial, frapper à la porte des gens, puis leur dire, oui, bonjour, je vous vends un produit auquel je crois pas du tout, mais il faut que je le vende parce que sinon, c'est si tu t'es commercial et que tu vends un produit pour lequel tu t'y crois pas, c'est mort, vaut mieux passer à autre chose. L'événementiel, c'était les personnes avec qui je travaillais et je trouvais qu'elles étaient complètement illogiques. Ouais. Donc je me suis dit, est-ce que tu dois travailler toute ta vie avec ces gens-là? Je me suis dit non. Le recrutement, je trouvais que c'était trop répétitif, il n'y avait pas assez de diversité, et puis c'était très procédurier, trop de processus, ça me gonflait. Et puis bah, les jeux vidéo, c'était un domaine dans lequel je voulais travailler quand j'étais gamin. Hein. Mais voilà, j'ai réussi à y travailler quand j'avais, je sais plus, j'avais 26 ans. Hein. J'avais fait mon stage de fin d'année là-bas, donc je suis parti au Canada 3-4 mois et j'ai travaillé dans le jeu vidéo. Mais ça m'allait pas non plus. Ça m'allait pas non plus parce que j'avais besoin en fait d'être stimulé intellectuellement plus que je l'étais quand je travaillais là-bas. Donc, bah, tout naturellement, j'ai eu un cheminement qui m'a permis d'expérimenter, de tester, et de conserver aussi mon profil généraliste. Et le profil généraliste, en fait, bah, il collait très bien au métier de consultant.
Et aujourd'hui, mon métier de consultant que je fais actuellement pour des entreprises, je le fais à mon compte. Je fais aussi du coaching et de la formation, mais c'est un élément que j'ai gardé de mon expérience de consultant quand j'étais salarié, que j'ai transposé à une autre cible, à d'autres personnes. D'accord. Je travaille plus uniquement que pour des entreprises sur des processus, des modes opératoires et tout ça, des trucs chiants. Voilà, j'ai décidé maintenant de me servir de cette expérience pour pouvoir la transposer pour quelque chose qui fait sens pour moi. Voilà. D'accord, donc tu as gardé ton statut de consultant, mais après tu l'as arrangé pour que ça taille à toi. Ouais, mon intitulé de consultant. Ouais. Par contre, j'ai changé de statut, comme je suis plus du tout salarié. Maintenant, je suis à mon compte, je suis travailleur autonome. Je suis pas chef d'entreprise, je suis pas investisseur non plus. Je suis vraiment travailleur autonome, donc ça veut dire que si je m'arrête de travailler, mon activité, l'exercice de mon activité, elle s'arrête aussi. Ouais. C'est pour ça que de plus en plus, là, je suis en train de travailler sur des projets qui me permettent d'automatiser mon activité de façon à ce que je puisse, à terme, prendre des vacances de temps en temps. Hein, parce que tu prends des vacances, c'est bon, t'as plus de clients, ou les clients font la tronche parce qu'ils ont besoin de toi, etc. Même si je les rends autonomes. Hein, mais bon, voilà, c'est pour ça que c'est tout un cheminement qui m'a permis d'expérimenter et d'explorer. Et je pense que c'est le cas aussi de pas mal de personnes qui cherchent et qui n'ont pas encore trouvé leur voie et qui se posent la question quoi faire. Parce que sur le papier, quand tu vois une fiche de poste, c'est rare que ça te parle, quoi. Ça parle à des personnes, mais pas à tout le monde. Donc, ouais, il y a plein de personnes, je pense, qui actuellement sont sur le marché de l'emploi et qui sont pas à leur place, tout simplement. Hein. Oui, en effet. Donc toi, tu étais salarié. Tu Ouais. as de ce que j'ai vu, de ce que tu as dit aussi sur ta chaîne, tu as eu un burn-out. C'est ça, ouais. Et est-ce que c'est ce burn-out qui t'a donné le déclic de te dire maintenant ça suffit, je dois faire quelque chose pour ma santé, je dois faire quelque chose qui me plaît vraiment, je dois quitter ce travail? Ou alors est-ce que c'est Ouais, de autre toute chose? façon, je pense que tu verras, tu t'en rendras compte, hein, la plupart du temps, et comme déjà on est un peuple qui aime bien la sécurité, qui est très réticent au changement, c'est pas pour aller dans le sens d'un certain président. Hein. Je dis pas qu'on est des Gaulois réfractaires au changement, mais on a quand même peur du changement. Et justement, je sais, je suis bien placé pour le dire parce que ma spécialité en tant que consultant, quand j'étais salarié, c'était la conduite du changement. Donc on intervenait dans les entreprises pour faciliter le changement, la transition vers le changement, etc. Et tu as énormément de comportements de personnes qui vont perdre leur confort, leurs petites habitudes, et qui sont pas dans une optique d'évolution ou d'apprentissage, etc. Et qui vont bloquer tout changement en disant ouais on a toujours fait comme ça, donc on s'y tient grâce à ça. Voilà. Et c'est dommage parce que finalement c'est ça aussi qui empêche les dynamiques de changement, d'évolution, et tu te rends compte qu'au final aujourd'hui il n'y a pas grand chose qui évolue. Ouais. Malheureusement, hein, c'est un constat, hein, c'est pas moi qui le dis, mais quand tu vois ce qui se passe avec les gilets jaunes, c'est bien que derrière il y a quelque chose qui va pas, ouais, que ça fait plus de 30 ans que la situation elle est comme ça, et puis même ça se ressent aussi au niveau du monde professionnel. Quand tu vas dans une entreprise, tu as toujours des enjeux politiques, du copinage, où c'est un peu le reflet de ce qui se passe à l'extérieur. Donc et le burn-out, tout ça pour en revenir au burn-out, donc pourquoi je te parle de la réticence au changement, c'est que la plupart du temps, on attend d'être au pied du mur, de vivre un concours de circonstances, pour se dire, il y a un truc, peut-être qu'il va falloir que je change. Alors que tu sais très bien que ça va pas. Et moi, il y avait plein d'indicateurs, hein, pourtant, qui m'avaient dit, attention Jordan, il va falloir que tu te bouges de la situation où tu es. Prends pas trop racine, casse-toi. Et je me souviens que j'étais devenu exécrable, j'avais des potes qui parlaient dans mon dos, je les avais surpris, c'était vraiment comme dans les films. J'avais posé mon oreille à la porte juste pour répéter ce qu'ils allaient dire au moment où j'allais rentrer, pour raconter des conneries. Et puis j'entendais qu'ils parlaient de moi, et là je me suis dit, ouais, ça m'a... Je me dis, mais il parle de qui? En fait, il parle de moi, et la manière dont il parlait de moi, ça me ressemblait pas du tout. J'étais devenu très exécrable. Donc j'avais perdu des amis, à l'époque je faisais de la musique, pareil la musique, bon, déjà j'étais pas avec les bonnes personnes, et pareil la musique ça s'était mal fini,
Pareil avec ma petite copine de l'époque, où ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, tu vois, il y avait plein d'indicateurs qui me montraient qu'en fait, j'étais pas à ma place. Et moi, j'ai tendance à dire que ce que tu ne comprends pas, comment dire, ce que tu ne comprends pas par toi-même, la vie tentera de te la faire comprendre dans la douleur. Mmh. C'est ce qui s'est passé quand j'ai vu que un matin, j'arrivais plus à parler. Voilà, j'avais une extinction de voix. Donc j'avais la voix de Daffy Duck, tu vois, je parlais comme un canard, et je pensais que c'était juste un mot de gorge, quoi. Et en fait, non, c'était en allant voir mon médecin, il m'a dit c'est un épuisement mental, c'est un épuisement professionnel, donc tu es en train de faire un burn-out. Et ça a duré 2 mois comme ça, hein. Tu vois, donc je me suis posé pas mal de questions en me disant et ouais, est-ce que je ferais pas mieux de bouger, de changer d'entreprise et de voir qu'est-ce que je pourrais faire plus tard. Donc tu vois, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que il fallait que je bouge en fait. Voilà. Alors, mais pourquoi ça t'a attendu si longtemps? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu avais peur? Est-ce que tu étais quand même, malgré que tu n'aimais pas ton travail, peut-être que tu étais du coup dans une certaine zone de confort, tu avais peur de quitter, peut-être que tu ne savais pas non plus quel travail tu voulais faire, donc ça te faisait peur aussi. Donc, un peu de tout ça, ouais. Ouais, voilà. Un peu de tout ça, ouais. De toute façon, quand t'as une situation, après, tu vois, j'avais le projet d'acheter un appartement, donc c'est sûr que quand t'as des projets et qu'il y a quelque chose qui vient interrompre ta dynamique et ta ligne d'action pour obtenir un objectif, pour atteindre un objectif, pardon, et que tu te dis, mince, il va peut-être falloir que je me reconditionne et que je revoie mes objectifs, parce que là, ce qui est en train de se passer, je peux pas le vivre une deuxième fois dans ma vie. C'est juste pas possible. Donc ouais, la peur de bouger, et puis le fait aussi de me dire, quoi faire. C'est ça. Ok, je sais pas quoi faire. Si je vais dans une autre boîte de conseil, qu'est-ce qui me garantit que je vivrai pas la même frustration intellectuelle? Je sais pas du tout. Et puis en plus, moi après c'est particulier, parce que au moment où j'ai vécu le burn-out, j'ai retrouvé un cousin que j'avais pas vu depuis, je sais pas, depuis que j'avais 15 ans à peu près. Et lui, il était dans tout ce qui était marketing de réseau, marketing relationnel, MLM et tout ça. Donc, moi, j'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà entendu des choses par rapport à cette activité-là. Et c'était pas quelque chose qui me bottait énormément, mais comme c'était mon cousin, qu'il arrêtait pas de me dire, je te verrai trop bien là-dedans, allez, vas-y, lance-toi, ça te permettra d'avoir un side project, un projet en parallèle, et puis le jour où ça fonctionne, tu te casses de ton boulot. En fait, ça m'a mis la puce à l'oreille, surtout quand il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous dans le salariat? Regarde, papy, il était à son compte, ton père, il était peut-être salarié, mais en tout cas, il n'avait pas de patron au-dessus de lui, et puis il était en association avec un employeur, donc il travaillait en équipe. Ton frère, il n'a pas de patron, et puis ta mère, elle était libérale. C'est vrai que quand il m'a dit ça, tu vois, c'était vraiment le choc. Je me suis dit, en fait, c'est vrai, je suis le seul Gus à être salarié. Et je savais qu'au fond de moi, toi, ça m'allait pas. Hein. Moi, déjà, j'ai tendance à dire que les personnes qui ont un problème avec le cadre scolaire, elles auront un problème avec le cadre managérial. Si tu as un problème avec l'autorité, tu peux être sûr que le salariat, c'est pas fait pour toi. Et moi, j'avais un problème avec l'autorité, c'est pour ça que mes managers, ils s'arrachaient les cheveux avec moi. Et qu'ils essayaient de faire des stratégies pour me faire partir, etc. Donc ouais, je pense que il y a pas mal de choses qui ont joué, qui petit à petit amené vers l'entrepreneuriat, et c'est ça en fait, c'était cette forme de travail qui me convenait. Oui, en fait, de ce que tu dis, c'est intéressant quand tu dis au fond, moi je le savais depuis longtemps. Ça veut dire que ça prouve bien qu'il y a une grosse connaissance, un travail sur soi à faire pour savoir ce que l'on veut vraiment faire en fait. Ouais, et en fait, tu vois, sur ton site, tu parles de confiance en soi. Ouais. Dans la confiance en soi, et après, bon, chacun a sa théorie sur la confiance en soi. Moi, pour moi, c'est moi qui dis ça. Moi, je distingue la confiance en ce que tu peux faire, la confiance en ce que tu veux faire, et la confiance en qui t'es. S'il te manque des informations sur ta personne, en termes de valeurs, besoins, ton fonctionnement interne, comment t'es câblé intérieurement, c'est sûr que ça va être très difficile pour toi de savoir qu'est-ce que tu veux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui me disent « Ah ben moi je veux pas ça, moi je veux pas ci ». Ok, mais alors qu'est-ce que tu veux?
Et là, silence radio, il n'y a plus personne. C'est pour ça que c'est important déjà d'arrêter de t'en remettre à quelqu'un, à quelque chose, un environnement de travail ou un job ou un statut pour pouvoir te donner de la valeur et te valoriser. C'est important de faire un travail de réflexion pour t'approprier tes talents, tes capacités, tes compétences, et là où tu as vraiment envie de te positionner, en termes de source de plaisir, hein, j'entends bien. Hein. Et le fait de te valoriser, et le fait aussi de te prouver que tu es capable, d'une certaine manière, une fois que tu t'es prouvé, tu t'es donné des gages de confiance, après, tu as l'impression que plus rien n'est impossible pour toi. Oui, c'est ça, moi c'est pareil, moi je me suis lancée dans des choses que je ne connaissais pas, et c'est ça un peu finalement qui a activé ma confiance en moi. Je me suis rendu compte que j'avais des capacités, un potentiel, et finalement c'est ça qui m'a ouvert des portes, et qui m'a donné des réponses vers ce que je voulais vraiment en fait finalement. Donc c'est en expérimentant moi ce que je savais faire, mon potentiel, que c'est là que j'ai commencé à y voir plus clair, quoi. Ouais, c'est dès lors, qu'est-ce qui imagine-toi, voilà, tu te connais très bien, tu te comprends très bien, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu peux faire. Quelle est la probabilité de chance que tu fasses un métier qui te correspond pas du tout? Très minime, quoi. C'est très très minime, à moins que tu sois vraiment au bord du gouffre, que tu sois obligé de choisir un métier qui soit vraiment à l'inverse de ce que tu souhaites, etc. Mais sinon, ouais, je pense que il y a vraiment un problème de se valoriser de manière objective et de valoriser ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu fais, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, toutes ces personnes qui font un travail qu'elles n'aiment pas, qui souffrent, et que quand tu leur dis t'as qu'à changer de travail, elles vont te dire, très souvent, c'est ce que j'ai lu dans les commentaires, dans les forums et tout, elles te disent oui, mais c'est pas si facile de quitter son travail. Alors peut-être, je sais pas, peut-être que. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes-là voilà quoi, c'est la réponse facile, ça. C'est facile, ouais, mais c'est, tu vois. Ouais, et c'est peut-être parce que c'est des personnes qui aiment la facilité. Parce que comme tu le dis, c'est la réponse facile. Et oui. Et si les choses étaient faciles, on n'en serait pas là. Ouais. Et je pense que, après, moi, c'est un constat que j'ai fait, tu vois, la semaine dernière, je sais plus, attends, c'était quoi le truc qui a fait que ça a débouché sur cette réflexion. Bref, je sais plus, mais j'étais en train de me rendre compte que la plupart du temps, les gens fuient la difficulté. Dès que c'est difficile, hop, c'est bon. En gros, ils font l'amalgame entre difficulté et impossibilité. Parce que c'est difficile, y a un dicton d'ailleurs qui le dit, hein, on n'ose pas parce que c'est difficile parce qu'on n'ose pas. Et la plupart du temps, il y a des personnes qui vont fuir toute forme de difficulté. Tu vois, moi je joue toujours aux jeux vidéo, hein, j'ai toujours été fan de jeux vidéo, et j'ai commencé moi avec la première Nintendo. Et quand je jouais à certains jeux, mais c'était tellement dur, que tu recommençais au tout début, il fallait vraiment être déterminé. Hein. Quand tu disais que tu avais terminé un jeu, tu étais le roi du monde, hein, et sans code pour tricher. Hein. Et aujourd'hui, quand tu joues à un jeu vidéo, ils ont éradiqué toute forme de difficulté. C'est-à-dire que tu vas mourir à un endroit, hop, tu vas réapparaître au même endroit. Et je me souviens, j'avais acheté un jeu vidéo japonais chez Micromania, faut pas les citer. Et puis le vendeur, il me fait, vous savez ce que je vous ai acheté là? Je dis ouais, c'est pas une bombe, non, c'est un jeu, oui. Et le gars il me dit ouais, mais il est très dur. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais, mais il est très très dur. C'est pas grave, hein, j'ai terminé d'autres jeux qui étaient encore plus durs à mon avis. Et il est dur, oui, mais c'est pas non plus hyper bloquant. Hein. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça y est, c'est difficile, donc c'est bloquant. Non, pas du tout. Alors du coup, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil à ces personnes-là pour justement quitter leur travail, pour pouvoir trouver un job meilleur? D'expérimenter, après, je dis expérimenter, mais tu peux pas expérimenter, c'est pas vrai. En plus, je te dis ça, on n'est pas dans les pays anglo-saxons où c'est facile de trouver un boulot alors que t'as pas d'expérience, alors que t'as pas de diplôme, etc.
c'est très facile après de gravir les échelons, etc. Ici en France, c'est pas possible parce que tu peux pas tester de métier. Il y a des sites qui proposent de tester les métiers, mais moi je me méfie un peu parce que c'est des professionnels qui se proposent de te montrer en gros leur métier. Et tu payes à la semaine un certain montant. En plus, c'est pas donné, tu vois. Mais si le type qui se propose de te montrer son métier, il le fait, c'est qu'il aime son métier. Donc c'est pas un type qui aime pas son métier, qui va dire ouais regarde mon métier, t'as vu il est pas terrible. Non non, fais pas ce métier. Tu vois, ça tronque un petit peu les choses. Et c'est pour ça que je me méfie un peu de ça. J'ai pas encore eu de personnes qui ont testé et qui ont eu des retours positifs là-dessus. Donc j'attends avant de faire la promotion de ces sites-là. Mais ouais, si tu peux pas tester, bah, c'est tout un travail de recherche informationnelle, de discussion et d'être curieux. C'est ça ce qui manque en fait. Pour moi, la tragédie de pas mal de personnes, c'est qu'elles ont arrêté d'être curieuses. Elles ont arrêté d'apprendre de nouvelles choses. Elles ont arrêté de lire. Elles ont arrêté de s'instruire. Elles ont arrêté tout ça au prétexte que ben voilà, on vit une époque un peu difficile. Donc le soir, quand tu as envie quand tu rentres chez toi, bah, tu as envie de rien faire, tu as envie de regarder la télé et de pas penser. C'est ça. C'est triste. Parce que tu te dis ça, ouais, puis je ferai ça dans un mois, 2 mois, 3 mois. Et la plupart du temps, les gens, ils reprennent leur semaine de travail qui va durer 42 ans. T'as des gens après qui vont te dire, bah ouais, en fait, c'était un boulot à la base juste pour quelques mois, mais ça fait 15 ans que j'y suis. 15 ans, c'est long, hein. C'est très très long. Donc, c'est aux personnes de trouver leur mode d'apprentissage ou leur mode de recherche informationnelle et de pas se contenter que de ce qu'elles voient, ce qu'elles ont sous le nez ou Internet ou quoi que ce soit. Pour être dans une démarche de reconversion ou trouver sa voie, moi j'ai tendance à dire que c'est pareil que l'entrepreneuriat. C'est une démarche entrepreneuriale de toute façon. Parce que tu vas prendre des risques et tu vas faire face à l'inconnu. Et voilà, après tu sais pas où est-ce que ça va t'amener, mais si tu développes ta capacité à rebondir et à trouver des solutions, peut-être tu vas te planter, et ça arrive, hein, même moi quand je travaille avec des personnes, il y a des personnes qui me disent ah ouais tiens j'ai envie de faire ça, ok, donc je confronte ces idées et tout ça, ok, je la challenge, ok d'accord, elle me dit oui je veux absolument faire ça, et une fois sur le terrain, elle se rend compte que bah en fait ça correspond pas forcément à l'idée qu'elle s'en faisait. Donc elle change d'environnement de travail. En fait, c'est pas l'environnement de travail, c'est vraiment la fonction en elle-même. Donc elle passe à autre chose. Et puis elles me disent, ouais, ben en fait, je me suis gouré. Et c'est arrivé 2-3 fois. Et en fait, ce qu'elle pensait être comme un échec a permis d'être une passerelle à une autre chose. Toi, ça a été le cas avec une personne qui voulait se lancer dans son propre produit cosmétique et qui s'appelle Sandra et qui a témoigné sur ma chaîne YouTube et qui s'est lancée justement dans son projet. Et elle a vu qu'il y avait plein de contraintes techniques, scientifiques, etc., de droit, de plein de choses. Mais elle a quand même réussi à lancer son produit. Par contre, la communication, tu vois, c'est très difficile. Promouvoir soi-même un produit, c'est très dur. Par contre, tu vois, elle était à 2 doigts d'abandonner. Et le truc, c'est qu'elle s'est fait remarquer par une entreprise de cosmétiques qui l'a embauchée. Tu vois ? Que ça a été un tremplin pour autre chose. Pareil pour une autre personne qui voulait se lancer dans la conception pédagogique, des cours, etc., l'ingénierie pédagogique, qui a testé, et ça lui a pas plu du tout. Et en fait, ce qui était important pour elle, c'était de retrouver ce côté relationnel qu'elle n'avait pas dans cette fonction-là. Donc c'est en testant que tu te rends compte qu'il y a certains besoins qui sont pas assouvis, et que ça correspond pas forcément à 100%, mais une fois que tu t'es rendu compte que c'est de ça dont tu as besoin, après, c'est beaucoup plus facile de t'orienter dans une direction qui te convient totalement. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, parce qu'il y a des solutions pour essayer de savoir ce qu'il nous faudrait vraiment, quel travail, tout ça, il y a des tests qui existent, comme par exemple le test de personnalité, on va voir des conseils d'orientation, on va voir aussi pour faire des bilans de compétences. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ces moyens-là? Tu les as utilisés toi-même ou... Ouais, alors moi j'en utilise, j'utilise un équivalent d'un MBTI qui est lié aux travaux de Carl Jung qui était un psychologue suisse et qui permet de
de faire une photographie de ton état d'esprit, en tout cas de ton fonctionnement du moment. Ce qui ne veut pas dire que c'est comme ça que tu as été, que tu seras toujours. Mais c'est bien parce que ça te permet de mettre des mots sur, d'avoir une photographie en fait d'un moment bien spécifique de ta personne à un moment T. Donc c'est bien parce que ça rentre dans l'optique de bien se connaître. Et tout dépend aussi de ton niveau de réflexion personnelle. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire oui, moi j'ai rien appris de ce que je savais déjà, voilà, ce test il m'a rien appris du tout. Ouais, il y a plein de gens qui disent ça, mais ça leur permet d'avoir noir sur blanc, en fait, ce qu'elles pensent déjà d'elles-mêmes. Le fait d'avoir noir sur blanc ce que tu penses de toi, ça te permet de te confirmer les choses. Et pas juste que ça soit une idée abstraite dans ta tête en disant ouais, je suppose que je suis comme ça. Après, il faut bien distinguer où est-ce que tu te situes dans ton niveau de réflexion, parce que apprendre à se connaître, c'est bien, mais après, c'est apprendre à se comprendre, qui te permet ensuite de faire des choix en cohérence et de t'orienter dans une bonne direction. Les conseillers d'orientation, je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont bien, mais ça m'a surpris. Hein. Ça me fait bizarre de dire ça, mais oui, il y a des conseillers d'orientation qui sont bien. Il y a des mauvais partout, hein, forcément. Je pense que c'est plus les mêmes conseillers d'orientation qu'il y avait dans les années 90, 2000 et qui disaient t'orienter vers un BEP fromage de chèvre, un truc qui n'avait aucun avenir, et encore je dis aucun avenir à l'époque, ce qu'on pensait tous, parce qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui se reconvertissent pour faire du fromage de chèvre, tu vois. Donc c'est l'ironie de la chose. Mais et puis ouais, les bilans de compétences. Pour moi, les bilans de compétences, et pour en avoir fait quand j'étais consultant, il y a un truc ça permet de rassurer les gens, ça permet de les amener à un travail de réflexion personnelle. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui me disent la même chose que les tests en me disant j'ai rien appris de ce que je savais déjà. Et que le problème avec les bilans de compétences, c'est que ça s'adresse à ton avatar professionnel et pas à toi en tant que personne. Après, il y a plein de bilans des bilans de compétences qui sont plus ou moins différents. Hein. Moi, j'ai un avis sur les bilans de compétences qui est plutôt mitigé, comme pas mal de personnes aussi. Et il y a beaucoup de cabinets ou de sociétés qui te vendent le bilan de compétences comme un objet pour trouver ta voie. Et pour moi, c'est pas forcément très adapté par rapport à ça. Quoi. Rien ne vaut le vrai travail de réflexion personnelle sur des questions bien spécifiques et pas uniquement que sur le cadre professionnel. Et en posant la question, quelle vie tu as envie d'avoir? Finalement, des questions hyper personnalisées, quoi. Ouais, hyper personnalisées. Tu vois, les bilans de compétences, pour moi, ça met les gens dans des cases. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que ça dure 24 heures, il y a telle étape, il y a ci, il y a ça, etc. Et puis ça te permet pas d'aller dans d'autres sphères. Bon, pour certains, hein, parce que c'est pas pour faire des généralités, mais ça te permet pas forcément de rentrer dans d'autres sphères. Je dis pas que moi, quand je fais du coaching, je rentre dans les sphères, mais forcément, il y a des liens qui se retrouvent. Et cette notion aussi de besoin et puis d'être avec une personne qui comprend aussi quel a été ton cheminement, qu'est-ce que tu vis dans ta vie, etc. Dans les bilans de compétences, il y a plein de gens qui font ce métier-là, mais qui n'ont jamais, sont jamais posé la question de quoi faire dans sa vie. Il y en a plein. Donc c'est important aussi de te retrouver face à des personnes qui savent déjà par quoi tu passes actuellement et qui comprennent ta réalité. Et de toute façon, c'est comme ça, hein, même commercialement, quand tu es face à une entreprise, peu importe le décisionnaire que tu as en face de toi, si tu es en échange commercial, tu as de grandes chances d'obtenir un contrat si la personne a l'impression que tu comprends sa réalité. Si tu comprends pas la réalité de l'autre, c'est très difficile d'obtenir des résultats, ou même si c'est toujours le cas, mais en tout cas, c'est des résultats rapidement. C'est marrant quand tu parles de cases, parce que moi, quand je cherchais ma voie, c'est vrai que j'étais dans cette optique-là de trouver un métier, donc finalement de rentrer dans une case. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était ça le problème. C'est-à-dire que rentrer dans une case, finalement, je me suis rendu compte que ça voulait dire m'interdire de découvrir d'autres choses. Et donc faire l'impasse sur d'autres besoins que j'avais. Et finalement, je me retrouve dans un job qui ne me convenait jamais trop à 100%. Je sentais toujours une espèce de vide en moi. C'est pour ça que j'ai mis énormément de temps à trouver ma voie finalement. Et alors qu'en fait, il
faut s'enlever, je pense, cette idée de rentrer dans une case, de faire un seul métier toute sa vie, quoi. Je pense que dans sa vie, il faut apprendre, comme tu disais, apprendre à adopter le changement, la nouveauté, à lire, à s'instruire, à créer même des choses. Voilà. Ouais, et puis je pense que moi je suis convaincu que dans nos vies et dans les vies des générations à venir, ils seront amenés à se reconvertir encore plus que nous. Mm. Euh, Moi, ça va faire 5 ans que je fais ce métier-là. Mais déjà, il y a 5 ans, je me disais, je suis sûr que dans 5-10 ans, ben, je ferai autre chose. Mm. Et tout naturellement, bon, là, je fais toujours ce que je fais. Ça veut dire que c'est bien, j'ai trouvé ma voie, je suis à ma place. Mm. Mais je suis convaincu que mon métier, il va évoluer vers quelque chose d'autre. Et qu'à partir du moment où tu es constamment dans une réflexion, une remise en question permanente ou dans le but d'être dans l'amélioration continue, tu trouveras toujours des solutions pour pouvoir te différencier de la concurrence ou proposer des choses qui soient collées aussi à l'évolution de la société. Il y a plein de choses qui sont à faire encore aujourd'hui. Mmh. Seulement, les gens, bah, ils ont un champ de visibilité qui est restreint comme ça. Et comme ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas, ils vont pas chercher ailleurs pour trouver d'autres idées, pour alimenter leurs réflexions, etc. Toi, tu me disais que tu as expérimenté. Je suppose que tu as beaucoup lu, tu t'es beaucoup documenté, que tu t'es intéressé à plein de choses, etc. Ouais. Donc tu as été curieuse d'en savoir plus, de savoir, bah tiens, c'est quoi tel domaine, c'est quoi les possibilités de ça, c'est quoi les possibilités de ce métier, etc. Voilà, tout simplement parce que tu as été curieuse. Tu as eu un élément déclencheur. Et après, tu as un objectif à moyen et long terme qui t'amène à obtenir ce que tu souhaites vraiment. Et puis à ne plus vouloir ce que tu ne veux plus. C'est ça. Donc, ok, donc on va terminer parce que ça fait un petit peu long là du coup. Je pensais une demi-heure, mais finalement. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Donc, pour terminer, je vais te poser une question pour résumer. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui sont en souffrance actuellement dans leur travail, qui aimeraient changer? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Barrez-vous. Voilà. Non, c'est plus sérieusement, oui, à terme, de toute façon, ça sera le résultat. Ça sera de changer. C'est déjà d'accepter sa situation, d'arrêter de se raconter des bobards, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis d'accepter aussi le fait de comment dire, de vouloir être heureux, quoi, tout simplement, et de prendre des décisions, de prendre une décision. Il y a plein de personnes qui ont peur de prendre une décision parce que c'est sûr que prendre une décision, ça va t'amener à assumer soit l'échec, soit la réussite. Et les gens, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la peur de l'échec, mais aussi de la peur de la réussite. Et assumer un choix, c'est très difficile. Et surtout pour des personnes, tout dépend aussi de leur ancienneté, parce que tu changes pas de métier aussi vite et aussi facilement quand tu as été 20 ans dans la même boîte que quand ça fait juste 5 mois ou 5 ans. Donc je pense que le plus important, c'est d'abord de savoir quelles sont les prochaines étapes, d'avoir une carte de route, et puis de se lancer tout simplement. Se lancer, certes il ne faut pas tout plaquer du jour au lendemain, mais il y a plein de possibilités aujourd'hui en France, en fonction de son employeur aussi, mais tu as la rupture conventionnelle qui te permet de tester ton idée de projet professionnel pendant 2 ans si tu as besoin de tester un métier, enfin une nouvelle activité. Pareil pour si tu as besoin de temps pour réfléchir, la rupture conventionnelle, même s'ils sont en train de la recadrer, etc. Il y a plein de conditions maintenant qui te permettent plus de rester pendant 2 ans à tester ton activité ou à être dans une réflexion, mais tu as le fait d'aménager ton temps de travail. Tu as aussi la possibilité aussi en fonction de tes heures de boulot de pouvoir développer ton idée de projet en parallèle. Qu'est-ce qui les empêche les gens de se renseigner ou d'aller à des événements? Il y a plein d'événements aujourd'hui. Et avec Internet, on n'a plus d'excuses pour pas savoir quelles sont les prochaines étapes, à qui s'adresser, par où commencer, etc. On n'a plus d'excuses. C'est pas possible de se dire qu'on en est toujours là aujourd'hui, dans sa situation et qu'il n'y a rien de bouge. Si il ne bouge pas,
c'est qu'ils le veulent et que c'est une décision. Si, il y a un adage qui le dit, si c'est important pour toi, tu trouveras un moyen, si ça l'est pas, tu trouveras une excuse. Exactement. Bon, sur cette belle parole. Ouais. Super. Non, mais super, belle interview en tout cas. Je t'en prie, merci. De belles valeurs que tu vas voir dans cette interview. Merci à toi. Voilà pour l'interview avec Jordan, donc sur la souffrance au travail, donc comment trouver sa voie après un burn-out, etc., comment s'en sortir, etc. J'espère que cette interview vous a plu. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Jordan est très sympa. Il dit vraiment des choses très profondes. Et donc j'espère aussi que vous avez ressenti la même chose, j'espère que ça vous a plu. Et puis vous pouvez aussi participer, si vous le souhaitez, à la formation offerte de 3 vidéos pour vous aider à trouver votre voie et monter votre projet professionnel. Pour cela c'est simple, il suffit de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour vous inscrire et puis on se retrouve de l'autre côté en vidéo. Sinon on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Salut.